Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 184. Alors, dans cette chronique, je vais essayer d'analyser et de traiter à la connaissance, bien entendu, des cinéphiles, un film qui, pour moi, n'a pas pris absolument aucune ride, qui en l'occurrence est Le Grand Bazar des Charlots. Alors, bien entendu, pour ceux qui sont issus des années 70-80, qui ne connaît pas les Charlots, hein. Effectivement, je dirais ce quintet qui ont sévi un certain temps dans le domaine de l'humour, un peu décalé ma foi, et finalement aujourd'hui ce film a été classé dans le Nanarland, excusez-moi de l'expression, mais et pourtant il n'a absolument pas pris une ride et nous interroge sur la société d'ultra-consommation. Et même, je dirais, si je peux m'avancer ainsi, sur la problématique, sur la baisse tendancielle du taux de profit que nous voyons aujourd'hui, discuté par des experts concernant la pandémie et le coronavirus. Alors pourquoi je veux parler effectivement de ce film? C'est que Le Grand Bazar, qui est un film de Claude Zidi, qui a été produit en 1973, nous montre effectivement, donc sous la forme de quatre copains, Jean, Phil, Gérard et Jean-Guy, qui en l'occurrence sont les Charlots, qui habitent, je dirais, la même barre HLM au sein d'un quartier populaire, une nouvelle cité, ce que finalement ces cités allaient devenir les banlieues, et où vient s'installer un grand magasin Euromarché. Or, la présence de ce supermarché menace la survie du petit commerce de proximité, et en l'occurrence le bistrot de Émile, dont Émile est incarné par Michel Galabru, bien entendu, dans lequel, je dirais, les quatre amis passent beaucoup de temps et ils décident donc de se mobiliser afin de lui venir en aide, quitte à aller, je dirais, utiliser, puisque le marché impose des lois, je dirais, inhumaines, alors ils n'ont pas d'autre choix que de voler, et de moult manières, des produits de l'Euromarché. Alors, on peut en dégager dans ce film une analyse effectivement de Bordienne. Alors, premièrement, je dirais quand je dis analyse de Bordienne, elle est à double sens. À la fois une analyse marxiste au sens, je dirais, prépondérant, au sens profond, et en même temps de Bordienne sur l'imposture de la marchandise, et finalement, au fond, cette marchandise faisant partie de la société du spectacle. Bon, bien entendu, il faut bien comprendre que derrière ce qu'on nous a vendu comme étant un nanar, il y a une idée qui s'en dégage, qui est aussi, je dirais, une opposition entre deux conceptions du travail. Le salariat, je dirais, entre guillemets, contre, je dirais, le travail indépendant. Alors, en fait, les Charlots ne rêvent que de travailler de manière indépendante, à l'image de l'épicier qu'ils défendent, et parviennent d'ailleurs, à la fin du film, à ouvrir leur atelier. Pour ceux qui ont vu le film, je vous invite à le voir, hein. C'est bourré de symboles à l'intérieur. Donc, on revient effectivement sur l'information du film. Donc, les Charlots arrivent à la fin à ouvrir un atelier de réparation de motos, et eux-mêmes sont doublés par un supermarché du cycle. Et c'est là où ils disent cela effectivement recommence. Alors le film développe donc une critique du salariat, en lien avec certaines propositions politiques, je dirais, marxistes. Mais
cela, bien entendu, construit à partir d'une charge ironique à l'encontre de la société de consommation, d'une certaine forme d'aliénation et la disparition de l'humain, et je dirais la dynamique aliénatoire des structures de l'ultra-consommation tout entière, incarnée bien entendu par ce qu'on appelle le supermarché. Alors en cela, je dirais, il s'inscrit dans une série de films effectivement burlesques, hein, sur fond comique, français pour cette époque, se présentant, je dirais, assez ouvertement comme des critiques de la société de consommation, mais en l'abordant à travers un rôle, je dirais, néfaste de la publicité et des médias, qui finalement, on pourrait même dire la réclame, qui allait devenir la publicité, la communication. Et donc, on peut dire que cette idée ouvre d'ailleurs le grand bazar, puisqu'une affiche vantant par avance la beauté d'une cité HLM à construire, ce qui en l'occurrence dans ce film est la Cité des Fleurs, est immédiatement démentie à la suite d'un panneau travelling ascendant par la laideur du résultat, là où s'affiche finalement, je dirais, où on promettait des beaux espaces verts, et en fait il n'y a qu'un vaste dépotoir qui assimile ces HLM à une cité poubelle, voire une cité dortoir, au sens propre, puisqu'il était plus simple de mettre des individus d'une façon verticale qu'à l'horizontale. Bien entendu, les conséquences ne se sont pas fait attendre des années plus tard. Bon, alors, finalement, rentrons dans le vif des sujets. Je dirais que la séquence étudiée débute déjà par une sorte d'écho de cette ouverture. Après l'arrivée tonitruante de la camionnette Euromarché, crachant sa ritournelle publicitaire, des employés de la société qui déploient effectivement une banderole annonçant, je dirais, l'ouverture d'un Euromarché dès le lendemain, à cet endroit qui n'est pour l'heure qu'un terrain vague. Et cependant, cette, je dirais, reprise de l'ouverture subit en fait un retournement, et la première publicité était un leurre. La seconde, contre toute attente, tient sa promesse. Ce faisant, le Grand Bazar se distingue des films burlesques français, parodiant la publicité et désigne sa véritable cible. Car s'il en est encore question de publicité dans le reste du film, on pourrait dire que, et je dirais de la séquence, puisque l'inauguration du supermarché bénéficie d'une vaste animation publicitaire, la transition entre l'annonce de la construction du magasin et je dirais même son ouverture s'opère par un effet de type split screen, mais limite à une fragmentation de l'image et en une succession de rectangles qui désignent le glissement thématique d'une partie du film à l'autre. Et je dirais même que la question centrale devient celle de l'accumulation de la marchandise, à l'instar de ces rectangles qui s'empilent à l'écran. Bon. Alors, on peut dire que la séquence décline en effet, et ce motif qui se trouve aussi bien dans les carrés orange de la façade d'Euromarché que dans la structure rectangulaire et métallique de la foule de caddies, puis les nombreuses affiches publicitaires présentes dans le magasin et visibles lors de l'arrivée du directeur accompagné par un long travelling arrière, avec orné bien entendu de la représentation d'un accordéoniste très connu pour la mise en musique de l'ouverture. Et je dirais même que le supermarché, notamment, incarne ainsi concrètement le lieu même de l'accumulation de la marchandise. C'est-à-dire le lieu qui accumule autant qu'il permet l'accumulation, et en cela, il s'oppose à l'épicerie de Monsieur Émile, où les marchandises sont présentes en petite, je dirais, en petite quantité. Alors, bien entendu, on peut considérer que, n'ayons pas peur de le dire, les comportements hystériques des acheteurs ne sont pas représentés comme normaux. Je dirais, cela, bien entendu, le trait a été augmenté par le réalisateur Zidi, donc sur le comportement, je dirais,
obsessionnel et surtout concurrentiel de rentrer avec des caddies et finalement d'attiser une certaine forme d'individualisme à l'accession à la marchandise. Alors, bien entendu, c'est là où le film devient intéressant, sur les réactions des charlots qui se cachent afin d'éviter toute collision avec les caddies, lancés à pleine vitesse. Ils sont donc, je dirais, simultanément donnés comme vraisemblables, parce que produits par des éléments réels, on pourrait les qualifier par des personnes dans le magasin. Bien qu'elle tende vers l'absurde, la fin de la séquence, par exemple, ne renie jamais totalement la tonalité vraisemblable de l'ensemble. Alors, le personnage, par exemple, de Jean, qui se retrouve ainsi avachi dans le caddie d'une femme assez forte, marchandise parmi les marchandises, puisque, à un moment donné, la caissière y met un prix même à un des charlots. Donc, l'absurde ne caractérise pas sa situation déterminée logiquement par son incapacité. À la différence de ses amis, se mettre à l'écart de l'hystérie, mais plutôt la réaction de la consommatrice qui confirme à la caissière qu'effectivement elle achète tout ce qui se trouve dans son caddie, y compris, je dirais, la qualité de la personne de Jean. Alors ce faisant, ce plan souligne, je dirais, la dimension pulsionnelle, parce qu'il résonnait de l'acte d'achat en grande surface, où effectivement l'humain aurait également un prix. Idée qui se retrouve à la fin de la séquence quand une cliente de l'épicerie de M. Émile reste, je dirais, insensible au discours de celui-ci et préfère se rendre à l'Euromarché qui organise, ma foi, une course de cochons de lait dans ses rayons au motif que gagner un petit cochon, ce serait un rêve abouti. Alors, la voiture quittant le parking de l'Euromarché, en tirant 5 caddies peut paraître, je dirais, tout aussi absurde que cet effet comique, et relève là encore d'une logique vraisemblable et discursive. En effet, d'un côté, l'existence même des supermarchés s'adosse au principe d'une société automobilisée. De l'autre, la voiture incarne dans le film un moyen de locomotion rejeté par les charlots. Et si vos souvenirs sont bons concernant le fait d'avoir visionné le film, Phil provoque le découpage en 2 morceaux de la voiture des policiers, qui lui préfèrent des transports soit collectifs, qu'on pourrait appeler des transports sociaux ou socialistes, prendrez le mot comme vous voulez, le bus, qui soit résolument individuel, en l'occurrence la moto. Ce rejet de l'automobile s'inscrit lui-même dans une série de discours, que ce soit des ouvrages contestataires. Je prends par exemple L'Homoto de Bernard Charbonneau, écrit en 1967, des films ouvertement politiques, Week-end comme de Jean-Luc Godard, également édité en 67, mais aussi là encore dans une tradition récente du burlesque, de Cocagne, film des Tex de 71 qui se moque des voitures tirant estivellement des caravanes auxquelles sont ici substitués les caddies. Et je parle pas, bien entendu, des films de Jacques Tati, comme Mon oncle par exemple. Et donc on voit donc, je dirais ainsi finalement, que la portée de ce film, considéré le plus souvent comme un simple produit culturel destiné à un public populaire qui peut apparaître dès lors que l'analyse de certaines de ces séquences s'éclaire à la lumière de d'autres productions avec lesquelles le film a pu être mis en série. Bon, bien entendu, il faut encore revenir là-dessus, je me fais fort de faire cette analyse. Ce film est fort intéressant dans le fait qu'il donne énormément de clés sur le côté absurde, je dirais, de l'aliénation et de l'imposture de la marchandise. À ce moment-là, nous sommes en phase d'une nouvelle société, d'un nouveau mode de production et d'une nouvelle, je dirais, doxa en matière de, de gestion des produits biens de consommation
Et les Charlots, nous, sous forme, je dirais, comique, notamment, euh, nous, avec je dirais, leur talent qui est le leur, ça nous fait réfléchir sur ce monde absurde qui s'annonce et qui finalement aujourd'hui nous a amené à une certaine forme de mondialisation. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, j'espère que j'ai suscité chez vous l'envie de regarder ce film. Regardez-le avec, je dirais, avec un autre regard, une autre lecture, et vous verrez que déjà à cette époque, il y avait, sous couvert d'un film populaire, certains, je dirais, certains événements en filigrane, sous-jacents, qui allaient finalement, au fond, analyser la société dans laquelle aujourd'hui nous sommes prisonniers. Merci à vous et je vous dis à la prochaine chronique.